Ce soir, c'est un live un peu particulier. On va parler d'évaluation positive, donc ça, ce n'est pas particulier, c'est assez habituel. La particularité, c'est que comme je viens de recevoir mon album de réussite pour CM1, CM2 et 6e, bien, il y a la 6e qui est incluse dans le cycle 3 depuis quelques années maintenant, et on pourrait se demander si un outil cycle 3 pourrait fonctionner et comment l'évaluation positive pourrait se mettre en œuvre dans le secondaire, collège, lycée. Donc pour ça, j'ai invité Emmanuel Roy, qui est professeur de physique en collège et en lycée, et je vais tout de suite lui demander de nous rejoindre pour qu'elle puisse partager son expérience et répondre à vos questions. Donc, je la cherche. Alors, Emmanuel, si jamais tu es connecté, tu peux faire une demande pour rejoindre ce live pour que je puisse t'accepter. Je te cherche. Voilà. Elle va nous rejoindre dans quelques temps. Et on va pouvoir l'accueillir. Donc, en attendant qu'elle nous rejoigne, je travaille avec Emmanuel depuis plusieurs années. Nous faisons des formations ensemble sur l'évaluation positive. Moi, je prends en charge les enseignants de primaire et elle prend en charge les professeurs du secondaire qui s'inscrivent à ces formations. Donc, j'attends qu'elle nous rejoigne. Alors, ça y est, je crois que c'est OK. Voilà. On va pouvoir l'accueillir. Ou pas. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Les aléas du direct. Alors, apparemment, elle ne peut pas participer. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est. Super. J'ai eu peur, hein. Est-ce que tu peux... Ah, bah voilà. Je te vois. Tu me vois aussi. Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends également? Oui, c'est OK pour moi. Merci, hein. Merci d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, avec plaisir. Et donc, je te laisse te présenter peut-être un peu plus... de façon un peu plus précise, parce que je t'ai présenté en quelques mots, mais tu as peut-être des choses à préciser. Qui es-tu? Je suis enseignante, je suis professeure de sciences physiques au collège et cette année au lycée. Et voilà, ça fait 20 ans, enfin j'ai surtout fait du collège. Et puis, ça fait 15 ans que je travaille sur l'évaluation au gré des réformes, des différents socles qui sont apparus en 2007, en 2015. Et voilà, donc j'ai travaillé avec d'autres collègues et puis j'ai mis en application beaucoup de choses et voilà, j'ai une expérience à partager. Ça, c'est important. Donc, tu es professeur de physique et donc tu pratiques une évaluation positive au sein de ton enseignement de la physique, c'est bien ça? Au collège, beaucoup. Au lycée, je démarre doucement voilà, je prends mes marques dans ces nouveaux programmes. Mais au collège, oui, clairement, une évaluation positive dans tous les niveaux, avec 1h30 par semaine. C'est ça. Avec les élèves. C'est ça, c'est-à-dire qu'avec ta matière, tu vois plusieurs classes 1h30 par semaine. Ouais. L'année dernière, j'étais jusqu'à... tous les ans, c'est 10 classes minimum. Voilà, entre 10 et 12 classes selon les années. Et donc, moi, je suis curieuse de savoir comment tu fais pour, en 1h30 par semaine, ça veut dire que si tu réussis en 1h30 par semaine à faire le programme que tu as à faire et à consacrer du temps à une évaluation positive, ça veut dire que
les autres profs qui ont une matière avec plus d'heures peuvent prétendre aussi à faire ce que tu réussis à faire. On est d'accord avec ça aussi? Oui, alors oui, de toute façon, quelles que soient les matières, je pense que c'est faisable. Après, je pense que les collègues qui ont plus d'heures, ils vont sûrement dire qu'ils ont aussi un programme qui est lourd, qui n'est plus d'heures. Bien sûr. Voilà. Après, dans la démarche, je pense que c'est faisable dans n'importe quel volume horaire, à condition de mettre en place 2-3 petites choses. Voilà. Enfin, moi, j'ai démarré doucement. Enfin, c'est ça aussi. Je pense que dans mon expérience, c'est pas, on fait pas d'évaluation positive. Et puis un jour, on fait de l'évaluation positive complètement et absolument. Oui, bien sûr. Il y a petits outils qui permettent justement de démarrer et de se rendre compte que c'est pas parce qu'on les voit pas souvent. Je pense que par rapport au premier degré, c'est vrai qu'on a les élèves toute la journée. Oui. Mettre en place des petites choses pour changer de regard sur l'évaluation, et puis ça se fait facilement, et puis 1h30 par semaine, ça permet de mettre en place plein de petites choses. Alors, écoute, je vais te laisser nous présenter ce que tu as mis en place. En fait, qu'est-ce que c'est une évaluation positive dans le secondaire? Voilà. Quels outils, quel temps imparti, quelle relation avec les élèves, enfin, voilà. Juste, comment tu fais? Alors, l'évaluation positive, c'est comme dans le premier degré, c'est dans sa définition, c'est-à-dire que c'est une évaluation qui va permettre de mesurer ce que savent faire les élèves à la fin de l'apprentissage. Ça, comme dans l'évaluation traditionnelle, en fait, puisque l'évaluation traditionnelle, c'est vraiment ça, c'est une évaluation sommative qu'on appelle contrôle ou devoir surveiller, qui arrive à la fin de l'apprentissage. Et comme dans le premier degré, c'est une évaluation qui va permettre de valoriser les efforts des élèves, de valoriser leurs progrès et de les mesurer. Et puis, c'est une évaluation qui va permettre d'aider les élèves à progresser. Et d'avoir ça en tête, ça va être de se dire, à chaque fois que j'évalue les élèves, enfin, ce qu'ils savent faire à différents moments de l'apprentissage, est-ce que ça répond à ces 3 objectifs? Donc, concrètement, ça va être démarrer en proposant, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, moi je propose dès le début du chapitre, je propose tous les objectifs à atteindre du chapitre. Donc ça, avant, c'était la fiche de révision que je donnais en général 1 semaine avant l'évaluation sommative, l'évaluation bilan. Et depuis que je pense l'évaluation autrement, je la donne au tout début du chapitre. C'est vraiment la première feuille qu'ils vont coller. Alors, je reformule pour voir si j'ai bien compris. Au final, c'est le même outil. C'est-à-dire que tu n'as rien changé dans ta pratique, tu as juste changé le moment où tu proposais cet outil. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que ça ne t'a pas rajouté du travail ou fait inventer quelque chose, c'est juste ce que tu donnais à la fin, maintenant, tu le donnes au début. Exactement. Parce que là, en fait, je pars sur l'idée que les élèves vont être amenés à s'auto-évaluer. L'idée de l'évaluation positive, c'est vraiment de renforcer l'auto-évaluation des élèves pour qu'ils soient plus à même de dire voilà ce que je sais faire et voilà ce que je sais pas encore faire. Mais pour ça, il faut qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils ont à apprendre, ce qu'ils ont à comprendre. Et en fait, avant, le fait de donner ces objectifs à atteindre vraiment 1 semaine avant l'évaluation de fin de chapitre, je me suis rendu compte que les élèves, ils étaient gentils, ils font ce que je leur propose, mais ils ont du mal à cerner l'essentiel, ils ont du mal à voir où ils en sont. Et ce petit document que j'appelle le tableau de bord, pour garder l'idée c'est l'outil qui va nous permettre de savoir où on en est, les élèves vont être amenés à le compléter au fur et à mesure de la séquence. C'est-à-dire, on va faire des allers-retours entre ces objectifs à atteindre et ce qu'on est en train de faire. Donc, ça permet tout le temps de se dire, alors là où j'en suis, dans cette activité, qu'est-ce qu'on vient de travailler parmi tous les objectifs que je souhaite que vous atteigniez. Et donc, les élèves vont venir à ce document régulièrement pour répondre à cette question.
Donc, je ne leur dis pas, écrivez activité 1 en face de cette compétence, en fait. C'est eux qui vont chercher quelle est la compétence qu'on a travaillée en faisant l'activité. Et ça permet, dans un premier temps, donc déjà, aux élèves de commencer à s'auto-évaluer et à cerner l'essentiel. Est-ce que c'est toi qui proposes cet aller-retour ou est-ce que c'est eux qui en ressentent le besoin? Alors, ils n'en ressentent pas le besoin. Non. Ils n'ont pas appris comme ça, en fait. Donc, je pense que si on le fait plus tôt et plus nombreux, enfin, si on est plus de professeurs dans la même équipe à travailler comme ça, je pense qu'ils vont gagner ce réflexe, mais non, ils n'ont pas du tout le réflexe de retourner. Et là, quand ils retournent, en fait, sur cette feuille, la deuxième question qui peut venir, c'est cette compétence, tu te sens comment dessus? Commencer à proposer la question et est-ce que tu as l'impression d'avoir compris? Donc, première question, qu'est-ce qu'on a travaillé? Et deuxième question, comment tu te situes? Et commencer à introduire l'auto-évaluation de manière très informelle, en fait, puisque ça se fait simplement, c'est un petit temps à la fin de l'activité. Donc, il y a ce premier outil qui est pas très compliqué à mettre en place. Et le deuxième outil qui va avec, en fait, c'est le mot évaluation. Parce que ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que le mot évaluation, dans le secondaire en tout cas, parce que je connais, c'est un mot qui ne renvoie que à l'évaluation sommative. Oui, en fait, dans mes classes en primaire, c'était pareil. Mais même avec mes élèves de maternelle en petite section, il y avait certains élèves qui étaient en transe dès qu'il fallait poser quelque chose sur du papier. Donc, le mot évaluation, c'est vraiment un mot qui, en général, tétanise parce que c'est le contrôle et je dois réussir, sinon je suis en échec. C'est ce que je ressens moi aussi en primaire. Ouais. Et là, ça permet de dire, vous allez vous évaluer. On va faire une évaluation, sans dire forcément auto-évaluation, mais ça permet de commencer à utiliser ce mot à un autre moment que au moment de l'évaluation de fin de chapitre. Et ça, c'est le deuxième outil, encore une fois, là, qui est assez simple à mettre en place, c'est d'essayer d'utiliser ce mot à chaque fois que on est en train d'observer le travail des élèves, quand on circule dans les rangs. En physique, il y a beaucoup de travaux de groupe. Donc, d'arriver et de dire, alors montrez-moi où vous en êtes, je vais commencer à évaluer ce que vous avez fait. Et là, c'est panique à bord, et de reformuler et de dire, en fait, je vais regarder ce que vous avez fait et puis on va faire le point ensemble. Et donc, ça s'appelle « c'est une évaluation », quoi. Enfin, donc ça, c'est le deuxième outil pour commencer à changer un petit peu le regard des élèves et puis pour se forcer en tant que prof à pas employer ce mot-là uniquement quand il s'agit de l'évaluation sommative. Alors, je récapitule pour savoir si j'ai bien compris. Il y a Nathalie qui demande si tu es donc en évaluation formative, mais au final, l'évaluation formative forme de par son nom. Et comme l'évaluation positive, elle permet de voir où les élèves en sont et comment les faire progresser en les faisant atteindre des objectifs de plus en plus complexes. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu fais une différence entre évaluation formative et évaluation positive. Non, enfin, l'évaluation formative, elle fait partie des évaluations que je mets en place, mais c'est un tout. C'est-à-dire que je considère que je fais de l'évaluation positive dès lors que dans la note, parce que c'est bien ça le contrat qu'on a avec les élèves et les parents, c'est la note qui va arriver sur le bulletin. À partir du moment où cette note, elle tient compte de ce que savent faire les élèves à la fin de chaque chapitre, mais aussi des progrès qu'ils ont réalisés et des efforts qu'ils ont réalisés. Et donc, j'ai dû mettre en place des évaluations intermédiaires pour pouvoir me rendre compte des progrès qu'ils avaient faits. Et donc, on est bien dans du formatif à ce moment-là. Alors, je parle d'évaluation positive puisque
est plus simplement en train de mesurer ce qu'ils savent faire à la fin du chapitre. Il y a du formatif forcément. Enfin, sauf que ce formatif mesure les progrès et génère l'auto-évaluation, et c'est en ça que c'est positif. C'est ça. On casse avec l'évaluation qui fait peur, l'évaluation sanction. Voilà, ça c'est en ça que je dis que je fais de l'évaluation positive. Donc, je récapitule juste, vraiment pour synthétiser. Tu donnes les objectifs d'apprentissage en début de chapitre. Tu le faisais avant, mais en fin de chapitre. Ces objectifs d'apprentissage sont discutés avec les élèves pour qu'ils soient conscients de ce qu'ils vont apprendre et qu'ils puissent se mettre en projet. C'est toujours ça. Ça veut dire qu'ils vont donner du sens aux travaux que tu vas proposer puisqu'ils savent pourquoi. En fait, tout ce qu'il y a derrière, ils le savent déjà. Et régulièrement, ils ressortent ce document pour que tu puisses poser 2 questions. Qu'est-ce qu'on a déjà travaillé dans les travaux que je vous ai proposés et où vous en êtes, comment vous vous sentez dans ces objectifs. C'est bien ça? Oui, mais alors, c'est ça. Cette partie-là, tu l'as fait individuellement ou tu l'as fait en groupe classe ou comment tu fais? Ça va être en groupe classe, ça va être individuel ou en petit groupe si on est en activité expérimentale ou ça va dépendre, vraiment ça va dépendre ça va dépendre. Quand c'est une activité documentaire, ça va être en groupe classe. En fait, c'est que je me suis rendu compte que cet outil que je donnais en fin de chapitre, dans un premier temps, alors je zappe un peu quelques étapes de mon expérimentation, c'est que je l'ai donné en début de chapitre, mais sans le faire vivre. En leur disant finalement, les objectifs, vous les avez, comme ça, vous allez pouvoir savoir plus tôt ce que vous avez à faire. Mais en me rendant compte finalement que les élèves qui l'utilisent une semaine avant comme outil de travail, ou bien dès le début du chapitre, ce sont déjà des élèves qui sont autonomes, qui ont compris, qui ont déjà tous ces outils, toutes ces méthodos qu'on attend des élèves à savoir où ils en sont. Et que les élèves qui en ont besoin de ces méthodologies qu'ils n'ont pas acquises ne s'en servent pas. C'est une feuille de plus à coller. Et donc, l'idée, ça a été de se dire, OK, eh bien, cette feuille, elle est collée dès le début du chapitre. Et à plusieurs moments, je vais demander aux élèves d'aller la consulter et puis de répondre à des questions comme ça pour lire les objectifs, les relire. Et comme on finit par connaître ces élèves, on va faire de l'individuel ou du petit groupe avec certains élèves en particulier qu'on sait moins autonomes. Et donc, on va être amené à cibler, en fait. Oui. Voilà. Donc, d'accord. Donc, au final, ce que tu es en train de dire aussi, c'est un peu comme tous les outils qu'on propose. Si on n'accompagne pas leur utilisation et leur compréhension, ça n'a pas de sens au final. Ça a peut-être du sens pour l'enseignant, mais pas pour les élèves. Exactement. Et donc, Nathalie reformule aussi en disant « Tu leur apprends de manière explicite à être autonome et à s'emparer des outils. » Voilà, c'est ce qu'on fait aussi en primaire pour qu'ils s'approprient les outils qu'on propose et qu'ils leur donnent du sens. L'autre question que je voulais poser, c'est combien de temps ça te prend? Donc, j'ai bien compris que ça pouvait être en collectif, en petit groupe ou individuellement en fonction du chapitre que tu étais en train de travailler et donc de l'activité qui était en train de se faire. Mais au niveau du temps sur ta séance, c'est plus 5-10 minutes ou c'est plus conséquent? Cet outil-là, non, c'est vraiment très rapide. Ouais, quand tu reviens régulièrement dessus, c'est 5 minutes. Au départ, l'idée, c'est d'être... le premier objectif, c'est cet outil, cette feuille, vous la collez. C'est pas une feuille en plus. On va aller la lire. On va aller regarder, on va reformuler. Il y a des élèves qui vont exprimer ce qu'ils viennent de faire, mais qui n'est pas forcément exprimé comme sur la feuille. Donc, ils vont exprimer ce qu'ils viennent d'apprendre
Et puis, ils vont chercher sur la feuille comment moi, je l'ai exprimé. Donc, je me dis l'étape d'après serait que ce soit eux qui écrivent tout ça. Mais là, dans un souci de temps, je fais ça pour l'instant. Mais donc, qu'ils fassent le lien entre eux, ce qu'ils ont compris, et moi, comment je l'ai reformulé. Donc, je fais pas des copier-coller du programme. On simplifie, bien sûr, mais c'est malgré tout, c'est pas la même façon de le formuler. Donc, non, ça, c'est assez rapide. Ok. Et après, l'idée, c'est de faire vivre cet outil-là en utilisant d'autres outils d'évaluation qui vont prendre là, un peu plus de temps dans la séance. Donc, ça veut dire que ce que tu es en train de dire aussi, c'est que cet outil-là, quand tu le donnais une semaine avant la fin du chapitre pour le contrôle, il vivait pas forcément, puisque tu n'avais pas forcément le temps de faire des allers-retours avec le cours et avec les objectifs. C'était vraiment une feuille pour que certains élèves puissent travailler avec leurs parents, surtout, je pense, pour que certains parents puissent interroger leurs enfants. Ok. Ça permet d'avoir la liste de ce qu'il y avait à faire, mais c'était pas utilisé par les élèves qui en avaient vraiment besoin. Alors, ce que je trouve intéressant dans ta deuxième explication, c'est que tu fais vraiment du travail de vocabulaire avec le mot évaluation pour enlever le concept qui est très, très fort et que le cerveau de tes élèves commence à ne plus surréagir quand ils entendent le mot évaluation. Ouais. Et ça, c'est presque théâtral, en fait. Il faut le surjouer au départ. Ça donne des situations assez drôles, hein, mais en le surjouant, par exemple, je mets en place des petites évaluations avec carton rouge, carton vert. Donc, les élèves, ils ont un carton rouge, un carton vert, et c'est à l'oral. Ça peut être à l'oral ou avec un diaporama. On termine de faire quelque chose, et moi, j'ai prévu 2-3 questions. Donc, quand on en prend l'habitude, ça peut s'improviser, hein. Ça aussi, ça prend pas beaucoup de temps. Mais ça va être, j'affirme quelque chose, et les élèves doivent se positionner pour dire si c'est vrai ou faux. Et donc, ils préparent leur carton. Donc là, j'en avais préparé, mais c'est vraiment des cartons coupés au massicot, des feuilles rouges et vertes. Hein, oui, d'accord. 2 petits cartons. J'imagine que rouge, c'est quand c'est faux, et vert, c'est quand c'est vrai, ce que tu affirmes. C'est ça, j'utilise les codes de tout le monde. Et quand les élèves, si les élèves pensent que ce que je viens d'affirmer est faux, ils préparent le carton rouge. Et s'ils pensent que c'est vrai, ils préparent le carton vert. Et seulement, personne n'a le droit de lever le carton. Et quand je dis top, là, ils lèvent leur carton. Donc, globalement, je vais chercher plus d'élèves que quand je fais quand je fais vivre un début d'heure. Ça peut se faire n'importe quand en début d'heure pour réactiver ce qu'on a fait la fois d'avant. Ça peut se faire après une activité, justement, pour commencer à aller chercher la compétence qu'on a travaillée. Je vais chercher quasiment tout le monde. Il y a des élèves qui vont vraiment attendre que le voisin ait levé le carton pour lever à leur tour. Oui. Mais globalement, à la forme d'un jeu, et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que à ce moment-là, je dis on va faire une évaluation. Donc au début, voilà, et je dis vous sortez les cartons rouges et verts. Et donc ils savent que là c'est pas noté puisque c'est toujours la question qui arrive après. Mais voilà le type de situation où je vais employer le mot évaluation parce que c'en est une, mais elle est pas notée. Et donc là, je vais prévoir 2-3 affirmations. C'est rapide aussi. Ça permet de casser un peu le rythme du cours, surtout quand on vient faire quelque chose d'un peu lent ça redonne un petit peu d'énergie. Et puis, ça me permet, moi, tout de suite de voir si je m'attends à ce que ce soit que des cartons rouges qui soient levés. Ça me permet de repérer instantanément, visuellement, les 2 élèves, ou parfois une majorité d'élèves, c'est pas fort, se sont trompés. Donc là, soit je vois que la couleur de la classe, c'est pas celle du tout que j'attendais, soit il y a 2 élèves qui se sont trompés, et donc je vais aller chercher ces 2-là, et ça me permet aussi de casser ce qu'on fait souvent. On interroge la classe, on fait vivre la classe en grand groupe, on pose des questions, mais souvent les élèves qui savent répondre sont ceux qui lèvent la main, et ceux qui savent pas répondre vont espérer surtout qu'on les interroge pas. Oui. Donc là, on les donc voilà, là je fais une évaluation. Clairement, c'est du formatif au départ. Ça devient de l'auto-évaluation parce que tout le monde joue le jeu et puis on propose la réponse, on fait un feedback immédiat.
Et ça me permet d'aller chercher tout le monde. D'accord. Et là, tu emploies bien le mot, on fait une évaluation, ce qui fait que comme les élèves voient qu'ils sont en train de jouer et qu'il n'y a pas de conséquences désastreuses, ben, au fur et à mesure, leur cerveau va s'apaiser à l'écoute du mot évaluation. Voilà. Mais tu as parlé de notes tout à l'heure, puisque c'est le contrat, tu as dit, c'est le contrat entre les élèves et les parents pour remplir le bulletin. Mais comment tu gères la note alors dans une évaluation positive? Alors, j'ai essayé plein de choses. Il y a des choses qui ne m'ont pas plu et des choses qui me plaisent que je garde. Alors, je vais vous parler de ce qui me plaît. La note, c'est l'évaluation en général, c'est l'évaluation de fin de chapitre. Donc, il y a déjà Alors, ouais. Après, on reviendra au carton rouge, au carton vert, parce que j'ai oublié. Mais tu peux revenir maintenant au carton rouge, carton vert. Parce qu'il y a une question de Nathalie sur les cartons rouges, carton vert. Donc, vas-y, reprends. Alors, moi, je voulais parler du prolongement de cette activité. Et là aussi, pour dire à tous ceux qui écoutent à quel point c'est pas compliqué, c'est qu'on peut faire ces affirmations à l'oral, mais on peut aussi prévoir un petit diaporama. Donc, une présentation, le diaporama de base. Sur première diapo, on va proposer notre affirmation. Et deuxième diapo suivante, on va proposer la réponse. D'accord. Donc, je propose l'affirmation au diaporama, enfin vidéo projetée. Les élèves jouent le jeu. On en discute. Donc, avant de proposer la réponse, bien sûr, c'est faire vivre l'erreur qui vient d'être proposée. Tu as levé le carton vert, pourquoi? Qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que quelqu'un peut... Bon, on fait vivre. Hein. Et puis, après, on envoie la bonne réponse au tableau une fois qu'on est allé chercher les soucis. Et ce diaporama, on peut le réutiliser en le proposant sur le serveur. Alors, sur l'ENT, moi, ces diaporamas, je les passe en PDF et je les mets à disposition des élèves. C'est-à-dire que là, je suis en train d'avancer un petit peu dans la séquence. À un moment donné, les élèves ils vont être amenés à réviser, s'auto-évaluer pour préparer l'évaluation qui arrive en fin de chapitre, donc l'évaluation sommative. Et ils vont retrouver tous ces outils-là qu'ils auront déjà utilisés. Donc, ça sert en classe pour faire du formatif. Et après, ça va être le même outil qui va servir en auto-évaluation plus tard dans la séquence. En entraînement. Voilà. Et l'outil, en entraînement. Et le diaporama, c'est quelque chose de facile à faire. En termes d'outils informatiques, c'est pas compliqué. Et une fois qu'on a fait l'outil, un peu plus tard dans l'année, on va revenir sur un thème qui ressemble à ce qu'on avait fait, enfin sur le même thème, on peut s'en resservir. L'année d'après, si j'ai un diaporama pour les 5e sur de la chimie, je peux me resservir en 4e pour réactiver ce qu'on a fait l'année d'avant. Donc les diaporamas, la première fois qu'on commence à en faire, des petits outils comme ça, on va en faire 1 ou 2 peut-être par chapitre, même 1, c'est déjà bien. Oui. Mais l'idée, c'est de dire que petit à petit, on va gonfler la banque d'outils et qu'on va pouvoir se servir de ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment pratique. Voilà. Ok. Oui, c'est important parce qu'effectivement, ça te donne de la matière pour que tes élèves en autonomie puissent revenir sur les notions, voir s'ils les connaissent toujours, voir s'ils se trompent toujours au même endroit ou pas, et comment ils vont pouvoir aller chercher la réponse pour la prochaine fois améliorer leur score potentiellement. Oui, exactement. Donc, c'est une petite alternative au quiz qu'il peut y avoir sur Internet, qui marche bien aussi. Mais là, ça devient des outils. On n'a plus besoin de passer par un serveur. Et ces diaporamas avec questions, réponses tout de suite après, ça peut être des vrais-faux, avec carton rouge, carton vert. Ça peut être des questions un peu plus ouvertes. Oui. Mais toujours garder à l'idée que première diapo, il y a la question, et deuxième diapo, il y a la réponse. Voilà. D'accord. Pour que l'élève puisse tout de suite avoir la correction avec une explication, avec quelque chose. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la note
maintenant. Oui. Alors, la première façon de dire que la note va tenir compte des efforts, qui marche très bien, c'est de proposer, après l'évaluation sommative, de proposer aux élèves de refaire l'évaluation sommative. Ça, c'est le premier outil que j'utilise maintenant tout le temps. Les élèves savent que à chaque évaluation sommative... On va dire contrôle, comme ça ce sera clair. Au contrôle de fin de chapitre. À chaque fois qu'il y a un contrôle avec une note, les élèves ont le droit de refaire le contrôle. C'est-à-dire, tu parles du même contrôle avec les mêmes questions. C'est ça. Alors, des fois, il y a des valeurs numériques qui peuvent changer, mais ce sont les mêmes questions. Dans le même ordre. Dans le même ordre. Et c'est en ça, il faut le faire de manière assez expérimentale parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est vraiment... j'ai même essayé sur des QCM en me disant, là, je suis en plein dans le « ouais, mais ils vont apprendre par cœur les réponses ». Là, le QCM et les résultats sont assez extraordinaires parce que des élèves qui ne retravaillent pas, même sur un QCM de 10 à 15 questions, et les notes sont soit les mêmes, soit pires et rarement plus élevées. Si elles le sont, c'est 1 point de plus, voilà. Les élèves qui vraiment obtiennent une note, ce sont des élèves, bien meilleurs, ce sont des élèves qui ont retravaillé. Et derrière la note bien meilleure, il y a qui ont acquis des compétences qui sont plus solides sur les compétences que je voulais qu'ils atteignent. Et ça marche très bien parce que les élèves se rendent compte très vite que revenir faire le contrôle sans avoir travaillé, c'est du temps de perdu. C'est une note qui sera pas meilleure. Et donc, les élèves qui se saisissent de cette chance-là sont des élèves qui font l'effort de corriger leurs erreurs. Et donc ça, là, vraiment, je suis en évaluation positive parce que pour moi, l'évaluation positive, c'est une évaluation qui va aider les élèves à progresser. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'évaluation elle-même, dans la façon dont elle est proposée, va enclencher les stratégies de travail que moi, j'attends. Parce qu'on dit souvent aux élèves, quand on rend une copie, corrigez vos erreurs. On passe même un certain temps à présenter une correction, à faire un travail de correction qui va s'articuler de manière différente selon les professeurs, les disciplines. Et voilà ce qu'on demande à nos élèves. Et clairement, ils le font pas et je leur en veux pas. Je pense pas que je le faisais quand j'étais élève au collège. Je crois que moi non plus. J'ai retrouvé là en rangeant des copies et non, j'ai retrouvé mes bulletins aussi, mes livrets scolaires. Non, je corrigeais pas mes erreurs. Donc on le fait pas et pourtant voilà. Donc on dit à nos élèves corrigez vos erreurs. C'est comme ça que vous allez progresser. Posez des questions que vous n'avez pas compris. Mais bon, ils le font pas. Voilà et c'est pas. C'est normal, on va dire, parce qu'il n'y a peut-être pas de sens. C'est ça. Il n'y a pas de sens. Et puis, surtout qu'un élève, il est dans une logique comptable. Et là aussi, je peux pas lui en vouloir parce que le contrat, il est vraiment autour de la note et de la moyenne à la fin du trimestre. Le contrat, quand je parle du contrat, c'est le contrat avec l'institution, avec les parents, avec... La note, elle est vraiment importante pour les élèves. Et donc, dire aux élèves, corrige ton erreur, mais... ta note ne changera pas, ça peut pas être motivant, il le fera pas. Oui, parce qu'en fait, là on parle du statut de l'erreur. A priori, l'erreur doit permettre d'apprendre. C'est grâce à l'erreur qu'on apprend, parce qu'on se rend compte de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Et donc, on va travailler pour savoir ce qui nous manque. Sauf que corriger son erreur pour un contrôle de fin de chapitre ne servirait à rien parce qu'on n'aurait même pas la chance de se refaire au final puisqu'on change de chapitre et que du coup on change d'objectif et que donc on change d'apprentissage et que même si j'ai corrigé mes erreurs d'avant, c'est stérile puisque je ne vais pas me resservir de ce que j'aurais potentiellement compris.
Exactement. Ça ne sert à rien pour réussir avec les codes, avec le contrat donné par le trimestriel. Donc, pour un élève, c'est plus intéressant de se dire, chapitre d'après, je vais travailler mieux, plus, enfin, voilà, je vais essayer de avoir une meilleure note au prochain chapitre, ou bien de se dire, ah, mais en physique, j'ai pas bien réussi, mais en français, j'ai une bonne note, donc ça va compenser. Et ils sont dans cette logique vraiment comptable. Donc, le temps de correction qu'on peut mettre en place, les activités de remédiation, enfin, l'élève ne voit pas où est-ce qu'il est gagnant. Et donc, il le fait pas. À partir du moment où on dit vous avez le droit de refaire, alors là aussi, il se passe des choses vraiment intéressantes. Et moi, je conseille à tous ceux qui hésitent d'essayer de manière expérimentale. C'est très drôle. Parce que les élèves ils cherchent l'arnaque, en fait. Ils demandent, mais le même, mais les mêmes questions, mais c'est le même barème. Enfin, ils cherchent vraiment où est-ce que je vais les arnaquer, en fait. Et une fois qu'ils ont répondu à toutes ces questions-là, bah, certains, ils tentent. Alors, certains tentent en ayant retravaillé, d'autres tentent avec cette idée de se dire « Oh, bah, c'est facile ». Puisque ce sont les mêmes questions, j'ai juste à revenir, à refaire, et puis je vais avoir une super désillusion. Et donc, ils se rendent compte que voilà, il faut fournir un travail pour mieux réussir l'évaluation qui a été moyennement réussie pour certains. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va chercher les élèves qui ont très bien réussi dans le système. Un élève qui a 16, dans notre système, il a très bien réussi. Oui, c'est un bon élève, quoi. On dit, c'est une bonne note. Eh bien, il y a des élèves qui veulent le 20 et qui vont revenir pour aller chercher le 20 et donc qui vont être obligés de se poser la question, pourquoi j'ai perdu 4 points? Et ces élèves-là, on les a pas non plus en évaluation traditionnelle. C'est-à-dire que là, je réponds, en fait, on va pas chercher que les élèves qui ont vraiment, qui sont vraiment passés à côté de beaucoup de compétences. On va aussi chercher des élèves qui cherchent l'excellence, qui cherchent à avoir tout compris, qui veulent vraiment être, voilà. Donc évaluation positive ici, c'est d'ailleurs les premiers élèves qui rejouent le jeu parce que c'est sûrement pour eux que c'est le plus facile en fait de revenir. Quand on a que quelques points, voilà, et que derrière il y a une compétence qui n'a pas été comprise, c'est sûrement un travail qui est moins dur que pour des élèves qui sont passés à côté de compétences plus nombreuses. Donc tu es en train de dire que c'est au bon vouloir des élèves de refaire ce contrôle. Ah oui. Et toi, tu ne proposes rien. Tu proposes une correction ou pas? Oui. Ouais, une correction. Alors la correction, je la mets sur le serveur. En classe, je gagne du temps parce que je propose des éléments de correction. C'est-à-dire que je fais pas une correction question par question. Je reviens sur les compétences qui ont été travaillées, sur peut-être certaines subtilités. Des fois, ça se fait en 2 temps. Je rends les contrôles et puis ces éléments de correction, je vais les proposer un peu plus tard, de façon à ce qu'il y ait eu un temps personnel où les élèves peuvent regarder et je propose la correction avec des explications. C'est-à-dire, je propose pas les réponses. Je sais pas comment dire ça. Ça peut être des explications, ça peut être des renvois au cours, ça peut être des renvois à certaines activités, en particulier des renvois à des fiches méthodes. Donc de dire, là, pour réussir, pour comprendre, il faut refaire l'activité 2. Là, il faut retrouver la fiche méthode numéro 3. Là, enfin, oui, ça peut être des choses comme ça. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu donnes ces éléments de correction et ces astuces d'outils de support pour maîtriser les notions. Et après ça, certains élèves peuvent être candidats pour refaire le même contrôle après cette correction. Ouais. Et malgré ça, certains qui postulent, parce qu'ils n'ont pas
ils ne sont pas allés chercher les supports, les outils, les fiches méthodes dont tu as parlé, n'améliorent pas leurs résultats. Non, parce que cette deuxième fois, elle va arriver une semaine après, peut-être. Donc, ils en ont oublié déjà un petit peu s'il n'y a pas eu un travail de fait. Et puis, les raisonnements. Les raisonnements qu'il faut acquérir pour réussir à répondre, à faire un exercice. Si le raisonnement il n'a pas été revu, le raisonnement il est encore plein d'erreurs et donc ça ne marche pas. Et ça, ils s'en rendent compte la première fois qu'on leur propose. Et en fait, il faut oser le proposer parce que moi, en tant que prof, au début, je me suis dit, la phrase qui a tout de suite surgi dans ma tête, c'est « mais c'est trop facile ». Enfin, il y a ce « trop facile » là qui nous rattrape tout le temps. Et en fait, non, c'est pas trop facile puisque les élèves vont devoir prendre du temps pour reprendre l'évaluation, enfin le contrôle qu'on vient de leur rendre, lire nos commentaires, et ça, ils le font pas. Sinon, enfin, ils regardent la note, mais tous les commentaires qu'on a écrits pour dire revois ça, relis ça, enfin, on y passe du temps à écrire en marge ou bien oui. Tu sais, en plus, on dit que c'est pas la note qui est importante, mais c'est l'appréciation et le commentaire. En même temps, on les incite pas à lire les appréciations et les commentaires, et ça dans tous les cycles, hein, puisque même pour les parents, le réflexe, ça va être de regarder la lettre, la note, la couleur, sans forcément voir où ça va et où ça va pas, quoi, par rapport aux commentaires. Donc là, il y a vraiment du temps passé. Il y a la méthode, enfin, les stratégies de travail que j'attends, elles sont mises en place. Donc, on n'est plus sur je calcule ma moyenne uniquement. Évidemment, ils vont calculer leur moyenne. Évidemment, ils vont compter leurs points. Ils vont regarder. Bon, évidemment, il va y avoir cette logique comptable. Mais après, il va y avoir, OK, donc si je reviens, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Où sont les outils qui vont me permettre de... Parmi les outils, je me mets à leur disposition. C'est-à-dire que je dis, voilà, je réponds à toutes vos questions. C'est pas, je vous rends la feuille et puis pendant une semaine, on se revoit au prochain devoir pour ceux qui veulent venir. C'est des élèves qui, petit à petit, osent me dire, en fait, j'aimerais bien revenir, mais l'exercice 2, j'ai toujours pas compris. Et est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Donc, il va y avoir finalement tout ce que j'attends, tout ce que je leur demande de faire. Lire mon appréciation, lire les annotations, aller regarder le cours ou les activités, me poser des questions. Et finalement, ils élaborent des stratégies que je leur conseille à tout bout de champ. Et puis, ils reviennent. Ils reviennent pas sur le temps de cours. Ah, d'accord. Donc, c'est en plus sur leur temps libre qu'ils reviennent. Ouais. Mais ton temps libre aussi ou... Alors, non. Oui et non. Non, la plupart du temps, parce que y a quelques élèves qui vont revenir, qui vont me dire, par exemple, si j'ai entre 5 à 10 élèves d'une classe qui veulent revenir, je prends leur emploi du temps et je regarde quand est-ce qu'ils ont une heure de permanence ou bien quand est-ce qu'ils terminent un peu plus tôt. Et ils vont venir, ils vont se mettre au fond de ma salle quand moi j'ai une autre classe. D'accord. Donc ils font leur truc et puis voilà. Donc là, moi, ça me prend pas de temps. Par contre, eux, ça leur prend du temps. Donc, c'est une vraie volonté, c'est un engagement de leur part. Ouais, il y a... Des fois, on trouve pas de créneau. Donc là, c'est vrai que ça m'est arrivé de leur dire rendez-vous à 13h30 et je monte à 13h30 dans ma salle au lieu de 14h et je les accueille, voilà, pour... Mais c'est pas... je sais pas comment dire ça. Moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir parce que il y a des élèves qui ont envie, qui ont retravaillé, qui veulent me montrer et se montrer aussi qu'ils ont réussi, ils ont mieux compris. Donc, il y a quelque chose d'assez savoureux aussi, même si de temps en temps, ça m'oblige à remonter un peu plus vite. Alors, combien de fois ils ont le droit de retenter? Alors, moi, j'ai mis en place une fois pour vraiment des questions de logistique, parce que je peux arriver au collège à 300 élèves. Oui, c'est vrai. Qui passent toutes les semaines. Oui. Donc, pour des raisons de logistique, j'ai mis en place une fois.
mais ça m'est arrivé pour un élève, je m'en rappelle, un élève, donc c'est vraiment un cas très particulier, un élève qui m'a dit « est-ce que je peux refaire ?» et donc là, j'avais dit « ok » parce que c'est pareil, c'était nourri de bonne volonté. J'ai vraiment envie d'y arriver. Donc, ceux qui ont recommencé ont 2 notes au final. Ils ont la note du premier contrôle et la note du deuxième contrôle. Donc, qu'est-ce que tu mets dans le bulletin, dans le livret scolaire? Alors, au niveau de la logique comptable, je tiens compte des 2 notes. Alors, idéalement, parce que j'ai eu aussi toute une expérience avec les lettres ABCD où pendant tout le trimestre, j'évaluais toutes les compétences en mettant A pour acquis, B pour acquis avec de l'aide et C pour il faut vraiment beaucoup d'aide et D non acquis. Voilà, il y avait 4 niveaux. Donc, j'avais toute une évaluation comme ça qui était vraiment formative, progressive et à la fin du trimestre, je regardais le niveau atteint par les élèves. Donc là, je faisais absolument pas de moyenne puisque c'était mon contrat avec les élèves. C'est si vous avez sur une compétence, si votre niveau il est traduit en lettres par D, puis B, puis A, à la fin du trimestre, je constate que vous savez faire. Donc je ne tiens plus compte du D. Ce n'est pas une moyenne. Tu prends le dernier score. C'est ça. Donc ça, au collège, je l'ai fait 3 ans. Il y a de la logistique en termes de grille à gérer pour chaque élève, avoir une liste de compétences qui soit pas trop grande, qui soit gérable. Et ça marche bien. Donc il y avait toutes ces évaluations qui me permettaient d'évaluer les compétences au cours du trimestre. Et à la fin du trimestre, je faisais une évaluation notée, une évaluation sommative. Et donc, j'avais dans le bulletin la note de l'évaluation bilan. J'avais une conversion en notes de tout ce que les élèves avaient fait pendant le trimestre. Mais là, je ne tenais compte que du niveau en fin de trimestre et ce n'était pas une moyenne. Et j'avais, oui, une petite note, de ce que j'appelais évaluation flash. Là aussi, pour des petites évaluations de 2 questions pendant l'heure que je fais encore. Alors, c'est évaluation flash, c'est voilà, dans 10 minutes, je vous pose 2 questions sur ce qui va se passer dans les 10 prochaines minutes. Ça, c'est Éric Gaspard. J'avais vu ça dans sa conférence d'Éric Gaspard. L'évaluation, elle est au service de l'apprentissage parce que là, ce que je veux, c'est pas qu'ils corrigent leurs erreurs, c'est pas qu'ils relisent la leçon. Là, on en a parlé. Il y a d'autres évaluations pour ça. Là, cette évaluation-là, elle sert à forcer l'attention de l'élève à fond pendant 10 minutes. C'est maintenant. Je sais qu'ils seront pas à 100% pendant 1 heure de cours. Je sais qu'on va arriver sur le cœur du chapitre, là, la notion, le raisonnement, je sais pas. Et donc, c'est maintenant. Et donc, j'avais des petites interros, j'appelais ça comme ça, les interros flash. Et il y avait une petite bande comme ça. Donc, c'était 0, 1 ou 2. C'était vraiment... Oui. Et globalement, c'est plutôt 2 parce que là, d'un seul coup, ils étaient très concentrés. Et ce qui faisait une moyenne du trimestre qui était faite de 3 notes. Une qui reflétait des stratégies de travail en classe, donc d'attention. Une qui reflétait la progression au cours du trimestre. Et une qui reflétait un niveau d'acquisition à la fin du trimestre qui avait vraiment valeur de contrôle, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, c'est dans quelle partie de ces 3 axes-là que tu ne fais pas de moyenne ? Alors, je ne fais pas de moyenne sur l'évaluation au cours du trimestre. Donc, tu prends la dernière note, puisque ça marque la progression de l'élève. OK. Voilà. Et puis, en termes de logistique, de grille, j'ai voulu voir justement comment je pouvais essayer de faire autrement.
surtout là en arrivant au lycée. Et donc, l'idée de proposer aux élèves de refaire chaque évaluation, d'avoir la possibilité de la faire 2 fois à chaque fois. Quand on fait la moyenne de ces 2 notes, eh bien finalement, on tient compte des efforts et des progrès. La moyenne en tient compte. Là, fin d'année, un élève qui passe de 10 à 18, donc c'est comme s'il avait eu 14, eh bien ce 14, c'est 4 points de plus, et pour un élève, 4 points, il s'est battu pour les avoir. Il a travaillé, il est revenu, et donc dans ce 14, il y a les progrès, il y a les efforts. Donc c'est une autre façon qui est un peu plus comptable, mais qui permet de tenir compte des efforts que les élèves ont faits pour corriger leurs erreurs. Et ça n'enlève pas les petites interro-flash au cours du... D'accord. Et t'as pas l'impression que cette moyenne, donc là tu dis ça tient compte des progrès parce qu'il a 4 points de plus. Je pourrais dire l'inverse. Je pourrais dire que les erreurs qu'il a faites au départ, elles sont indélébiles parce qu'elles font baisser la moyenne de toute façon. Ouais, c'est ces petits compromis sur lesquels on peut réfléchir, et je dis pas que c'est parfait. Je sais que c'est mieux que de dire je vous rends les contrôles et puis on passe au chapitre suivant. Je sais que c'est pas parfait parce que finalement, il faudrait laisser la possibilité aux élèves, idéalement, de refaire autant de fois qu'ils le souhaitent. Même, pourquoi pas, idéalement, un élève en février qui voudrait être réévalué sur ce qu'on a fait au mois de septembre. Ah bah oui. Idéalement, il a le droit. Enfin, puis ce serait. Ouais. Voilà. Après, il y a une réalité qui fait que pour l'instant, j'en suis pas encore là dans l'expérimentation. Au collège, vraiment, ce qui m'arrêtait, c'était le 300 élèves. Voilà. Oui, 300 élèves, il faut réussir à proposer quelque chose, comment dire, pas forcément de parfait, mais en tout cas qui propose autre chose que réviser la veille pour essayer d'aller oui, bien sûr. chercher. Ouais. Donc là, ce que je propose, je sais que dans les évaluations flash, quand je dis aux élèves, s'il vous plaît, soyez attentifs. Finalement, l'évaluation ici sert à booster l'attention. Donc, elle est au service de la méthodo que j'attends de la part de mes élèves. Okay. On peut faire 2 questions sur un point du cours pour la prochaine fois. Mais là encore, il n'y a pas de piège. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je dis clairement aux élèves, la prochaine fois, je vais vous demander, et je leur dis ce que je vais leur demander. C'est-à-dire que je suis pas en train de... C'est pas, il y aura une question sur le chapitre. Oui, c'est ça. C'est très clair et ça rejoint l'évaluation par contrat de confiance, en fait. C'est ça. Parce que là, c'est que l'évaluation déclenche je relis ma leçon et je vais aller chercher un point en particulier. Voilà le contrat. Le contrat, il est là. Et l'évaluation sert à déclencher la stratégie que j'attends de la part de mes élèves. Le fait de refaire l'évaluation sommative, ça va déclencher la stratégie. Reprends ta copie, retourne voir ton cours, pose-moi des questions, fais le point sur ce que tu sais faire et sur ce que tu ne sais pas faire, parce que là, on parle des erreurs, mais un élève qui reprend sa copie, il va aussi se rendre compte des compétences qu'il a acquises. Ouais. Que j'indique en haut, il y a toujours un petit bandeau avec les compétences qui sont celles que j'ai données dans le tableau de bord en fait en début de chapitre. Donc c'est le même document, hein, je fais copier-coller et ça me permet moi de voir que les stratégies de travail de mes élèves sont différentes, vraiment différentes, que ça se construit et puis ma relation aussi avec eux. C'est-à-dire que le fait de leur proposer déjà de refaire, même s'ils s'en saisissent pas tous, hein, il y en a plein qui reviennent pas. Mais ça casse un peu la relation du professeur qui est là pour mettre des notes, en fait. Oui, je comprends.
Alors, il nous reste 5 minutes. Je voulais juste synthétiser un petit peu dans tout ce que tu as donné et dans toute la richesse des informations. Donner du sens à ton travail en donnant les objectifs en début de cours. Permettre aux élèves de mettre un autre sens au mot évaluation pour ne pas être tétanisé à chaque fois. Proposer de revenir sur le document initial pour qu'ils puissent faire le point avec toi, entre eux, et proposer de refaire les contrôles, ce que je vais appeler les contrôles, au bon vouloir des élèves après une correction qui ne donne pas la réponse, mais qui donne des stratégies, des supports et des éléments de cours. Même en donnant parfois, non mais complètement, c'est exactement ça. Mais en fait, ce que je conseille, c'est d'essayer de donner la correction, d'essayer de donner des éléments de correction, mais vraiment d'ouvrir et de pas avoir peur. Après tout, on verra bien. Et de se rendre compte, parce que c'est ça qui est le plus incroyable, c'est que ça va aussi à l'encontre de nos propres représentations en tant que prof. Dire, forcément, ils vont tous réussir. Forcément, s'ils ont les réponses, forcément, c'est trop facile. Non, en fait. Et ça change beaucoup de choses dans notre relation avec les élèves. Et ça change beaucoup de choses aussi dans leur rapport à leurs erreurs. Et non, c'est vraiment intéressant. Juste pour expérimentalement, faut essayer. Alors, essaye de le vendre. Donc là, je parle à tous ceux qui nous écoutent. Le challenge que vous donne Emmanuel, c'est de tenter de faire refaire le même exercice, le même contrôle, quelle que soit la classe dans laquelle on travaille, juste pour voir si vraiment c'est facile ou pas. Et juste avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous dises si d'après toi, des élèves qui en CM1 et en CM2 utiliseraient l'album que j'ai montré tout à l'heure pourraient s'en servir en 6e ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible qu'en 6e, il y ait le relais de ce genre d'outils malgré un prof par matière? Alors, je l'ai pas utilisé, mais je pense que là, ça rejoint un petit peu le tableau de bord. Et du coup, si les élèves, ils ont déjà leur tableau de bord, finalement, ils savent un petit peu sur chaque thème, sur chaque chapitre, les objectifs à atteindre, je pense que là, le professeur, il peut travailler avec ça. Mais là, je m'avance pas du tout. En tout cas, moi, ça me parle en termes de... Ça fait écho au tableau de bord que je propose à mes élèves avec les objectifs de début de chapitre. Que ça peut être intéressant, c'est aussi pour les professeurs qui accueillent les élèves de 6e, d'avoir un livret qui est déjà complété en partie par ce qui s'est passé à l'école. Ça pourrait nous donner des informations plus précises, en fait, que ce qu'on reçoit des écoles qui est un peu plus condensé. Là, on pourrait voir plus précisément. Ok. Et dans le live avec Emeline, qui a une classe de CM, on avait bien compris que ces élèves étaient complètement autonomes avec cet outil. Est-ce que tu penses que c'est jouable si l'autonomie est vraiment acquise en CM1 et en CM2, que même si les profs de 6e ne l'utilisent pas, les élèves peuvent quand même se repérer et s'auto-évaluer comme ils ont eu l'habitude de le faire, ou est-ce que c'est trop complexe parce que les chapitres sont spécifiques et différents? Ouais, là, je me rends pas compte. Je pense que si c'est pris en charge par une équipe pédagogique qui accueille une classe de 6e, tous les professeurs d'une classe de 6e prennent connaissance du livret. Là, je pense qu'il y a possibilité de continuer à accompagner les élèves. Et nous, on observe cette perte d'autonomie parfois en 6e, des élèves qui sont autonomes en CM2, et ça, on l'entend bien, on discute avec les professeurs des écoles, et qui perdent cette autonomie temporairement parce que d'un seul coup, ils se retrouvent avec plein de profs différents qui n'ont pas les mêmes exigences, qui n'ont pas la même façon de travailler qu'en CM2. Et je pense qu'il y aurait besoin d'un accompagnement quand même. Oui, parce que là, toute leur attention est prise par
l'adaptation au nouveau fonctionnement et à chaque fonctionnement, en fait, de chaque prof. Donc, fatalement, l'autonomie doit s'acquérir à nouveau une fois qu'ils sont à l'aise dans le milieu, dans le nouveau milieu qu'ils viennent d'intégrer. Ouais, ça vaudrait le coup d'essayer avec une équipe. Ça vaudrait le coup. Ok. Ben écoute, on va essayer. On a déjà une équipe expérimentale en CM1, CM2. Il y a quelques profs de 6e qui l'ont testé. Je n'ai pas encore de retour. Donc, quand j'en aurai, je te les communiquerai. Emmanuel, merci beaucoup. Il est 19h, donc je dois arrêter ce live. Merci d'être venu. Merci de nous avoir tout expliqué. Ce live est en replay, donc on pourra réécouter les passages qui nous intéressent plus particulièrement parce qu'il y a plein de choses que tu as dites et qui sont transférables. Merci à toi et puis à une prochaine. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde.